Chapitre 1. La première rencontre avec Andrew Carnegie. Depuis plus d'un quart de siècle, mon objectif majeur a été d'isoler et d'organiser, selon une philosophie de la réussite, les causes de l'échec autant que du succès, afin de venir en aide à ceux qui n'ont ni l'inclination ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. Mon travail a commencé en 1908 à la suite d'un entretien que j'ai eu avec Andrew Carnegie. J'ai dit franchement à M. Carnegie que je souhaitais entrer à l'école de droit et que j'avais conçu l'idée de financer mon chemin vers cette carrière en interviewant des hommes et des femmes couronnés de succès. Je désirais trouver comment ils étaient parvenus à de telles réussites afin d'écrire des histoires de mes découvertes pour divers magazines. À la fin de notre première entrevue, M. Carnegie me demanda si je possédais suffisamment de courage pour m'acquitter d'une proposition qu'il souhaitait me faire. Je répliquai que le courage était à peu près tout ce que je possédais et que j'étais prêt à faire de mon mieux pour m'acquitter de toute proposition qu'il aurait le soin de me soumettre. Il dit alors : « Votre idée d'écrire des histoires à propos d'hommes et de femmes qui ont réussi est louable en soi, et je n'ai aucunement l'intention d'essayer de vous décourager dans votre projet. Mais je me dois de vous dire que si vous souhaitez rendre un service durable, non seulement pour nos contemporains, mais aussi pour la postérité, il ne pourra en être ainsi qu'à condition que vous preniez la peine d'analyser toutes les causes de l'échec, aussi bien que celles du succès. Des millions de gens dans le monde n'ont pas la plus mince conception des raisons du succès et de l'échec. Les écoles et les collèges enseignent pratiquement tout, excepté les principes du succès individuel. Ils exigent que des jeunes gens passent près de 4 à 8 ans à acquérir des connaissances abstraites, mais ne leur enseignent pas comment utiliser cette connaissance une fois qu'ils l'ont obtenue. Le monde a besoin d'une philosophie du succès pratique, intelligible et conçue à partir de connaissances factuelles, acquises grâce à l'expérience d'hommes et de femmes dans la grande université de la vie. Dans le vaste champ de la philosophie, je ne trouve rien qui ne ressemble de près ou de loin à ce que j'ai à l'esprit. Nous ne disposons en ce bas monde que d'une poignée de philosophes, capables d'enseigner aux hommes et aux femmes l'art de vivre. Il me semble que nous avons ici une opportunité qui devrait défier un jeune homme ambitieux de votre constitution. Mais l'ambition ne suffit pas pour la tâche que je vous propose. Celui qui l'entreprend doit avoir du courage et de la ténacité. Le travail nécessitera au moins 20 ans d'efforts continus, durant lesquels celui qui l'entreprendra devra subvenir à ses moyens en trouvant d'autres sources de revenus, car ce genre de recherche n'est jamais rentable à ses débuts. Généralement, ceux qui ont apporté leur contribution à notre civilisation, à travers des travaux de cette nature, ont dû attendre une centaine d'années ou plus, après leurs propres funérailles, avant de recevoir de la reconnaissance pour leurs accomplissements. Si vous entreprenez ce travail, vous devrez vous entretenir non seulement avec le petit nombre de ceux qui ont réussi, mais aussi avec tous ceux qui ont échoué. Vous devrez alors analyser avec soin les milliers de gens qui sont considérés comme des ratés, et par le terme raté, je veux parler des hommes et des femmes qui ont atteint le dernier chapitre de leur vie, déçus de ne pas avoir réalisé le but qui leur tenait à cœur. Aussi contradictoire que cela puisse sembler, vous apprendrez davantage comment réussir auprès des ratés que des personnes dites prospères. Les premiers vous enseigneront ce qu'il ne faut pas faire. Vers la fin de votre tâche, si votre entreprise est couronnée de succès, vous ferez une découverte qui pourrait bien vous surprendre. Vous découvrirez que la cause du succès n'est pas dissociable de l'homme lui-même. Il s'agit d'une force intangible de la nature que la majorité des hommes ne reconnaît jamais, une force qui pourrait être proprement appelée l'autre soi. Il est intéressant de noter que cette autre soi n'exerce son influence qu'en de très rares occasions. Il ne se fait connaître qu'en cas de force majeure, quand, devant l'adversité, aux prises avec des défaites temporaires, les hommes sont forcés de changer leurs habitudes et de réfléchir comment se sortir d'une situation difficile. Mon expérience m'a appris qu'un homme n'est jamais si près du succès que lorsque ce qu'il appelle l'échec est sur le point de le rattraper. Ce n'est que durant des occasions de cette sorte qu'il est forcé de réfléchir. S'il pense avec précision et persistance, il découvre alors que ce qu'on appelle si facilement un échec n'est en fait rien de plus qu'un signal lui indiquant qu'il doit se réarmer d'un nouvel objectif ou d'un nouveau plan. Les véritables échecs prennent souvent leurs racines au sein des limites que les hommes ont eux-mêmes établies dans leur esprit. S'ils avaient eu le courage d'avancer d'un pas supplémentaire, ils auraient découvert leur erreur. 20 ans de labeur sans aucun salaire et probablement aucune reconnaissance. Comment répondriez-vous à cette offre ? Il accepta le défi de Carnegie et grâce à une lettre d'introduction de celui-ci,
commença à s'entretenir avec les géants de l'époque, dont Theodore Roosevelt, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford, Alexander Graham Bell, King Gillette, fondateur de la Gillette Safety Razor Company et beaucoup d'autres. Après plus de 25 ans de recherche, son effort connut finalement son apogée avec la publication de plusieurs livres, dont les 8 volumes de la loi du succès et Réfléchissez et devenez riche. Ce dernier ouvrage est largement reconnu comme l'ouvrage de référence du développement personnel, introduisant tous les principes qui continuent à servir essentiellement de fondation aux gourous du développement personnel d'aujourd'hui. Selon les propres dires de Napoleon Hill, le travail d'écriture et de publication de Réfléchissez et devenez riche était en substance la mise en pratique de ces mêmes principes. Il est notable que le manuscrit, plus malin que le diable, fut écrit l'année suivant la publication de Réfléchissez et devenez riche. Ce travail peut souligner la frustration de Hill qui le poussa à l'évocation de son autre soi et de la méthode lui ayant permis de vaincre ses frustrations et de mettre en pratique les principes qu'il décrivait dans Réfléchissez et devenez riche. Plus malin que le diable marquera l'éveil spirituel de Hill et comment chacun de nous peut apprendre de sa rencontre avec le diable. Commencer une vie nouvelle. Le discours de M. Carnegie changea définitivement ma vie et planta dans mon esprit un désir ardent qui m'a sans cesse animé depuis. Et ce, malgré le fait que je n'avais rien d'autre qu'une vague idée sur ce qu'il entendait par « autre soi ». Durant mon travail de recherche sur les raisons de l'échec et du succès, j'ai eu le privilège d'analyser le cas de plus de 25 000 hommes et femmes considérés comme des ratés et plus de 500 que l'ordre des choses avait classés comme prospères. De longues années plus tôt, j'ai eu un avant-goût de cette autre soi mentionnée par M. Carnegie. La découverte vint, comme il l'avait prédit, à la suite de 2 tournants majeurs de ma vie, qui se présentèrent comme des cas d'urgence. Ces situations inconfortables me forcèrent alors à réfléchir pour trouver une issue à des difficultés que je n'avais jamais expérimentées jusqu'alors. J'aurais préféré pouvoir décrire cette découverte en me passant de l'usage du pronom personnel, mais cela s'est avéré impossible, car tout ceci m'est venu au cours d'expériences personnelles qui sont difficilement dissociables de ma propre personne. Pour pouvoir vous dépeindre le tableau complet, j'aurais besoin de revenir sur le premier de ces 2 tournants majeurs et ainsi vous guider pas à pas vers cette découverte. Les recherches nécessaires pour la compilation des données desquelles découlent les 17 principes du succès et les 30 causes de l'échec nécessitèrent des années de travail. J'avais alors atteint la conclusion erronée que ma tâche visant à concevoir une philosophie complète du succès individuel était terminée. Loin d'être mûr, le fruit de mon travail venait tout juste d'éclore. J'avais élaboré le squelette d'une philosophie en mettant en place les principes de la réussite et de l'échec, mais ce squelette devait être habillé par la chair de l'expérience et la mise en pratique de ces concepts. Pour couronner le tout, ce squelette devait recevoir une âme grâce à laquelle il pourrait inspirer les hommes et les femmes à faire face à leurs obstacles et non les contourner. L'âme qui lui faisait défaut pour prendre vie, comme je devais le découvrir plus tard, ne devint disponible qu'après l'apparition de mon autre soi, suite à 2 tournants singuliers de mon existence. Résolu à tourner mon attention et quelques talents en ma possession vers des gains financiers dans le monde des affaires et les circuits professionnels, je décidai de faire mon entrée sur le marché de la publicité. Je devins alors responsable de la communication de l'extension de l'Université de La Salle de Chicago. Tout s'est déroulé merveilleusement durant 1 année, à la fin de laquelle je fus saisi d'une violente aversion pour mon travail avant de démissionner. J'entrai ensuite dans le marché des franchises avec l'ancien président de l'extension de l'Université de La Salle et devins alors président de la société de sucrerie Betsy Ross. Malheureusement, ou plutôt ce qui m'apparut dans un premier temps un malheur, 2 multiples désaccords avec mes associés me désengagèrent de cette entreprise. Le démon de la publicité coulait toujours dans mes veines, et j'essayais une fois de plus de l'exprimer en montant une école spécialisée en publicité et en vente, occupant alors une branche de l'université de Bryant and Stratton. Notre aventure voguait tranquillement et nous faisions beaucoup d'argent rapidement,
quand les États-Unis d'Amérique entrèrent sur la scène de la Première Guerre mondiale. Pour répondre à une urgence intérieure qu'aucun mot ne pourrait décrire, je m'éloignai de l'école et entrai au service du gouvernement des États-Unis sous les ordres personnels du président Woodrow Wilson, laissant une entreprise parfaitement rodée se désagréger. Le jour de l'armistice de 1918, je commençai la publication du magazine The Golden Rule. Malgré le fait que je ne possédais pas un centime de capital, le magazine grandit rapidement et connut en très peu de temps une diffusion nationale de près d'1 demi-million d'exemplaires, clôturant sa première année d'exercice avec un profit net de 3 156 $. Quelques années plus tard, j'appris d'un éditeur expérimenté dans la publication et la distribution de magazines nationaux qu'aucun de ses semblables ne se risquerait de démarrer un tel magazine avec moins d'1 million de $. Le magazine The Golden Rule et moi étions destinés à nous séparer. Plus nous réussissions, plus mon insatisfaction augmentait. Finalement, suite à une accumulation de petits ennuis insignifiants causés par mes associés, je leur fis cadeau du magazine et quittai l'aventure. Avec ce geste, je suis probablement passé à côté d'une petite fortune. Ensuite, j'ai mis sur pied un institut de formation spécialisé dans la vente. Mon premier contrat était de former une armée de 3000 personnes pour le compte d'une chaîne de magasins franchisés. Je percevais 10 $ pour chaque vendeur qui avait suivi mes cours. 6 mois de travail me permirent d'engranger un peu plus de 30 000 $, couronnant un succès évident sur le plan financier avec l'abondante récompense de mes efforts. Mais une fois de plus, je devins profondément nerveux. Je n'étais pas heureux. Chaque jour, il devenait de plus en plus évident qu'aucune somme d'argent ne m'apporterait le bonheur. Sans l'ombre d'une excuse raisonnable pour mes actions, j'abandonnai une affaire dont j'aurais pu facilement tirer un salaire confortable. Mes amis et mes associés pensaient que j'étais fou, et ils ne s'en cachaient pas. Franchement, j'étais enclin à partager leur avis, mais il me semblait que je ne pouvais rien y faire. Je cherchais le bonheur, et je ne l'avais toujours pas trouvé. Du moins, c'est la seule explication que je pouvais offrir pour justifier mes actions inhabituelles. Quel homme peut prétendre se connaître vraiment ? Ce fut durant la fin de l'automne 1923. J'étais coincé à Columbus, dans l'Ohio, sans argent, pire encore, sans l'ombre d'un plan sur lequel travailler pour me tailler une porte de sortie. C'était la première fois de ma vie où je me retrouvais enlisé dans ce type de situation par manque de moyens. Auparavant, à de nombreuses occasions, j'avais trouvé suffisamment d'argent sans avoir à en rougir, et jamais jusqu'alors je n'avais échoué à subvenir à mes besoins personnels. L'expérience me renversa. Je me sentais totalement désarmé quant à ce que je devais faire ou ne pas faire. J'ai réfléchi à une douzaine de plans grâce auxquels je pourrais résoudre mes problèmes, mais je les éliminais les uns après les autres, car ils étaient irréalistes ou tout simplement infaisables. Je me sentais comme perdu dans la jungle, sans boussole. Chaque tentative que je faisais pour sortir de cet enlisement me ramenait à mon point de départ. Durant près de 2 mois, je souffris de la pire des affections humaines, l'indécision. Je connaissais les 17 principes de la réussite personnelle, mais ce que j'ignorais, c'était la façon de les appliquer. Sans le savoir, j'étais en train d'affronter une de ces urgences de la vie, durant lesquelles, comme me l'avait raconté M. Carnegie, certains hommes découvrent parfois leur autre soi. Ma détresse était si grande qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit de m'asseoir pour analyser sa cause, ni de chercher quelques remèdes. Les véritables échecs prennent souvent leurs racines au sein des limites que les hommes ont eux-mêmes établies dans leur esprit. Un état d'esprit négatif et le manque de confiance en soi peuvent être les obstacles primaires du succès. Avec la récession économique actuelle, beaucoup trop de gens qui jusqu'ici ont bien fait tout ce qu'il fallait dans leur vie sont contraints pour la première fois d'affronter une adversité économique sévère. Les plus grandes barrières qui s'opposent à eux sont constituées par leur propre peur et le doute en leur capacité, autant de parasites véhiculés par leurs expériences récentes. Avez-vous laissé la récession économique actuelle vous dépasser? Le doute et votre auto-sabotage vous empêchent-ils d'accomplir vos rêves? Êtes-vous votre pire ennemi? Dans Réfléchissez et devenez riche, il raconte l'histoire de R.U. Darby, un chercheur d'or. Frustré, alors qu'il venait en apparence de perdre son filon,
Darby le vendit à un chiffonnier de la ville pour une somme dérisoire. Le chiffonnier demanda conseil à un géologue expert en la matière. À sa grande stupeur, il découvrit que Darby aurait retrouvé son filon s'il avait creusé 1 mètre plus loin. S'il avait persévéré, Darby aurait ainsi bâti sa fortune, mais il abandonna à 1 mètre de son but et laissa s'envoler ses rêves. Plutôt que de se laisser briser par cette erreur, Darby apprit de cette expérience et se mit à construire un empire basé sur les assurances. Abandonnerez-vous votre quête juste avant d'atteindre un grand succès, alors que vous n'êtes qu'à 1 mètre de l'or? La défaite s'échange en victoire. Un après-midi, je pris une décision qui me permit de trouver une issue à mes difficultés. J'eus la sensation que je devais partir à la campagne, où je pourrais respirer l'air frais des grands espaces et penser. Je commençais à marcher, et j'avais parcouru près de 9 à 10 kilomètres quand, soudain, je me sentis obligé de m'arrêter. Durant plusieurs minutes, je restais là, comme si j'avais été cloué sur place. Autour de moi, tout devint sombre. Je pouvais entendre le son puissant de quelques formes d'énergie qui vibraient à une très haute fréquence. Puis, mes nerfs se calmèrent, mes muscles se relaxèrent, et une grande sérénité m'envahit. L'obscurité commença à se dissiper, et, à cet instant, je reçus un ordre intérieur qui me vint sous la forme d'une pensée. C'est la description la plus proche de ce que j'ai vécu. L'ordre était si clair et si distinct qu'il était difficile de ne pas le comprendre. En substance, il disait « Le temps est venu pour toi d'achever la philosophie du succès que tu as commencée sur la suggestion de M. Carnegie. Rentre immédiatement chez toi et apprête-toi à transférer les données que tu as réunies dans ton esprit vers une série de manuscrits. » Mon autre soi s'était réveillé. Pendant quelques minutes, je fus effrayé. L'expérience était incomparable avec tout ce que j'avais vécu auparavant. Je tournai les talons et rentrai rapidement chez moi. Alors que je m'approchais de la maison, je vis mes 3 petits garçons lorgnés par une de nos fenêtres, les jeunes voisins en train de dresser un sapin de Noël près de la porte d'entrée. À ce moment-là, je me suis souvenu que nous étions le soir du réveillon. De plus, je pris conscience avec un sentiment de profonde détresse que nous n'aurions pas de sapin de Noël cette année. Les petites mines déçues de mes enfants me rappelèrent douloureusement ce fait. Je me rendis dans mon bureau, m'assis devant ma machine à écrire et commençai sur le champ à coucher sur le papier les découvertes que j'avais faites sur les causes de la réussite ou de l'échec. Alors que je disposais la première feuille de papier dans la machine, je fus interrompu par ce même sentiment étrange qui m'avait parcouru dans la campagne quelques heures auparavant, et cette pensée traversa mon esprit tel un éclair. Ta mission dans la vie est de terminer la première philosophie au monde du succès individuel. Tu as essayé en vain d'échapper à ton devoir. Chaque effort t'a amené à l'échec. Tu cherches le bonheur, apprends cette leçon une bonne fois pour toutes. Tu ne trouveras ton bonheur qu'en aidant les autres à l'obtenir. Tu as été un étudiant obstiné. Tu devais être guéri de ton entêtement par les méandres de la déception. D'ici quelques années, le monde connaîtra une expérience qui placera des millions de gens dans le besoin de la philosophie qu'il t'a été confié de concevoir. D'ici là, la grande opportunité de trouver le bonheur en rendant un service utile se présentera à toi. Retourne au travail et ne t'arrête pas à moins d'avoir terminé et publié les manuscrits que tu as commencés. J'étais conscient d'être enfin arrivé au pied de l'arc-en-ciel de la vie, et j'étais heureux. La pire des affections humaines, l'indécision. Ne vous êtes-vous jamais senti paralysé par l'indécision? C'était le premier tournant majeur de la vie de Napoleon Hill. Ses aventures d'un job à l'autre en quête d'un idéal de satisfaction, d'une vie professionnelle exaltante, ressemblent à celles de la plupart des gens d'aujourd'hui. Tous ces êtres qui cherchent, jour après jour, l'épanouissement dans leur existence comme dans leur travail. Le cercle vicieux de Hill était, selon son propre aveu, auto-infligé. Il s'est trouvé dans des circonstances relativement similaires à celles que certains peuvent affronter aujourd'hui, après avoir été frappés par la situation économique actuelle. Il a tiré les avantages de sa défaite temporaire, l'utilisant comme un stimulant pour se forcer à se plonger dans la réflexion et l'analyse pour trouver son autre soi. Si vous avez été ébranlé par des circonstances économiques défavorables, vous aussi, vous pouvez les utiliser comme un levier
est une motivation pour trouver votre autre soi. Le doute fait son apparition. Le charme, si cette expérience peut être ainsi décrite, se dissipa. Peu de temps après, je commençais à écrire. Rapidement, ma raison me suggéra que je m'étais embarqué dans une folle mission. L'idée qu'un homme, qui était au plus bas et presque hors jeu, puisse avoir la prétention d'écrire une philosophie de la réussite personnelle me semblait si ridicule que je fus pris d'un rire sarcastique. À dire vrai, j'ai même frôlé mon propre mépris. Je me tortillais sur ma chaise, passais nerveusement ma main dans mes cheveux et essayais de me constituer un alibi qui me permettrait de justifier, à mon propre esprit, de retirer la feuille de la machine à écrire avant même d'avoir commencé. Mais l'urgence de continuer était plus forte que le désir d'abandonner. Je commençais à me réconcilier avec la tâche qui m'incombait et repris le travail. Maintenant, quand je regarde en arrière, je peux voir, à la lumière de tout ce qui s'est passé, que ces petites périodes d'adversité que j'ai traversées furent parmi les meilleures et les plus profitables de toutes mes expériences. Celles-ci n'étaient autres que des bénédictions déguisées qui me forcèrent de continuer à travailler. Un chemin sinueux qui me donna finalement l'opportunité de me rendre plus utile au monde que je ne l'avais jamais été dans la réussite de mes plans ou buts précédents. Durant presque 3 mois, je travaillais sur ces manuscrits pour les achever finalement au début de l'année 1924. Aussitôt que mes travaux furent terminés, je me sentis à nouveau tenté par le désir de retourner dans le fantastique jeu des affaires de l'Amérique. En succombant à la tentation, je fis l'acquisition du Centre d'études d'affaires métropolitain de Cleveland, dans l'Ohio, et commençai à redessiner ses plans pour en augmenter la capacité. À la fin de l'année 1924, nous nous étions développés et étendus en ajoutant de nouveaux cours, si bien que nous faisions un chiffre d'affaires qui doublait les meilleurs résultats que l'école ait jamais connus. Une fois de plus, la graine de l'insatisfaction commençait à germer dans mon esprit. Je sus à nouveau que je ne pourrais trouver le bonheur dans ce type de démarche. Je cédai mon entreprise à mes associés et décidai de parcourir les États-Unis pour donner des conférences sur la philosophie du succès, cette entreprise à laquelle j'avais voué tant de mes années précédentes. Un soir, j'étais programmé pour une conférence à Canton, dans l'Ohio. Le sort, ou autre chose, quel que soit le nom qu'on lui donne, semble parfois façonner le destin des hommes malgré tous les efforts qu'ils peuvent déployer contre lui. Cet invité improvisé entra en scène une nouvelle fois et me mit en face d'une expérience douloureuse. Dans le public de Canton était assis Don R. Mellett, éditeur du Daily News de Canton. Monsieur Mellett fut si profondément intéressé par la philosophie du succès individuel, thème de ma conférence ce soir-là, qu'il m'invita à lui rendre visite le jour suivant. Cette entrevue se conclut par un accord de partenariat qui devait prendre lieu le mois de janvier suivant, mois où M. Mellett avait prévu de démissionner en tant qu'éditeur du Daily News, pour prendre la tête de la société qui éditerait la philosophie sur laquelle je travaillais. Cependant, en juillet 1926, M. Mellett fut assassiné par Pat McDermott, une figure de la pègre et un policier de Canton dans l'Ohio. Ils furent tous deux condamnés par la suite à la prison à perpétuité. Il fut assassiné car il exposait dans son journal un lien entre les trafiquants et certains membres des forces de police. Ce crime fut l'un des plus choquants que l'ère de la prohibition ait engendré. Le meurtre de juillet 1926 de Donald Ring Mellett, un journaliste en croisade contre la corruption, également éditeur du Daily News de Canton, fut un des plus médiatisés des années 20. En 1925, Mellett avait découvert l'ampleur de la corruption au sein des forces de police de Canton et s'était embarqué dans une croisade éditoriale contre le vice et la corruption, visant parmi tant d'autres le chef de police de Canton. Il a été reporté que Hill avait demandé au gouverneur de l'Ohio d'ouvrir une enquête sur la corruption, un détail non mentionné dans le compte-rendu de l'auteur. La chance me sauve la vie. Le lendemain matin, après le décès de M. Mellett, je fus appelé au téléphone et averti par quelques sources inconnues qu'il me restait 1 heure pour quitter Canton, que je pouvais partir de mon propre gré durant ce délai, mais que si j'attendais plus longtemps, je quitterais probablement les lieux dans une jolie boîte en sapin sur mesure. Mon association d'affaires avec M. Mellett avait apparemment été mal interprétée. Ces meurtriers avaient dû croire que j'étais directement connecté à l'exposé qu'il avait fait dans son journal. Je n'attendis pas que le glas de mon ultimatum d'1 heure ne sonne et montai aussitôt dans ma voiture. Je pris le premier vol, avec pour seul cap les montagnes dominant l'ouest de la Virginie, afin de rejoindre la maison de mes parents, et ce, jusqu'à ce que les meurtriers aient été placés sous les verrous
quelques 6 mois plus tard. Cette expérience correspondait parfaitement à la catégorie décrite par M. Carnegie quand il parlait de situations qui me forceraient à réfléchir. Pour la première fois de ma vie, je sus ce qu'était la douleur d'avoir à chaque instant la peur au ventre. Mon expérience précédente à Columbus, quelques années plus tôt, avait tapissé mon esprit de doute et semé la graine d'une indécision qui, bien que temporaire, avait fait germer en moi une peur à laquelle il me paraissait impossible de me soustraire. Durant la période où j'étais en planque, je quittais rarement la maison une fois la nuit tombée, et dès que je mettais un pied dehors, j'avais toujours une main sur un pistolet automatique dans la poche de ma veste, avec le cran de sûreté relevé en cas de nécessité immédiate. Si une voiture suspecte s'arrêtait devant la maison où j'étais caché, j'allais systématiquement à la cave et, par la fenêtre, examiner avec attention chacun de ses occupants. Après quelques mois de tension constante, mes nerfs commencèrent à lâcher un à un. Le courage qui m'habitait m'avait définitivement quitté. L'ambition qui m'avait insufflé tant d'entrain durant toutes ces longues années, cette quête des raisons du succès comme de l'échec, s'était elle aussi envolée. Lentement, je m'enfonçais pas à pas vers un état de léthargie si profond que je craignais de ne jamais pouvoir en sortir. Ce sentiment devait être relativement comparable à celui que peut ressentir quiconque met les pieds dans des sables mouvants, puis comprend que chaque effort pour s'en extirper l'enlise de plus belle. La peur est un marécage sans fond. Si les graines de la démence avaient fait partie de ma constitution, elles auraient probablement germé durant ces mois d'errance où la vie comme la mort partageaient des saveurs comparables. Cette stupide indécision, ces rêves irrésolus, le doute et la peur, traçaient les sentiers où venait s'égarer mon esprit de jour comme de nuit. L'urgence à laquelle je faisais face était désastreuse de 2 manières. Premièrement, sa vraie nature me maintenait dans un état constant d'indécision et de peur. Deuxièmement, le confinement forcé me maintenait dans une oisiveté persistante où le malaise teintait chaque instant d'une inquiétude toute naturelle. Mes facultés de raisonnement avaient presque toutes été paralysées. Je compris que je devais travailler sur moi pour sortir de cet état d'esprit. Mais comment ? Les ressources illimitées qui m'avaient permis d'affronter toutes les urgences précédentes semblaient s'être tout simplement évanouies. J'étais impuissant. Sans compter mes difficultés qui étaient déjà suffisamment lourdes à porter, un autre mal qui me parut plus douloureux que tous les autres réunis grandissait en moi. C'était la prise de conscience d'une réalité accablante. J'avais passé la meilleure partie de mes années à courir après un arc-en-ciel en cherchant çà et là les raisons du succès pour me trouver moi-même maintenant plus incapable que les 25 000 personnes jugées par mes soins comme des ratés. Cette seule pensée était tout simplement rageante. Par-dessus tout, il était extrêmement humiliant, dans mon cas, d'avoir donné ces conférences dans tout le pays, les écoles, les lycées et autant d'instituts d'économie. Comment pouvais-je avoir la prétention d'enseigner à mes semblables la façon d'appliquer les 17 principes du succès alors que j'étais incapable de les appliquer moi-même ? J'étais convaincu que je ne pourrais plus jamais regarder le monde avec le moindre sentiment de confiance. À chaque fois que je croisais mon reflet dans le miroir, je me voyais comme quelqu'un de méprisable, et il n'était pas rare que je dise à l'homme que je voyais de l'autre côté des choses qui n'ont rien à faire dans un livre. J'avais commencé à me placer dans la catégorie des charlatans qui offrent aux autres un remède contre l'échec qu'ils ne peuvent appliquer eux-mêmes. Les meurtriers de M. Mellet avaient été traduits en justice et emprisonnés pour le restant de leurs jours. Je pouvais donc, en toute sécurité, émerger de ma cachette, pour une fois de plus reprendre mon travail. Je ne pouvais pourtant sortir, car, maintenant, j'affrontais des circonstances bien plus effrayantes que les criminels qui m'avaient poussé à la fuite. L'expérience avait anéanti toute initiative qui eût été en ma possession. Je me sentais emprisonné entre les griffes de cette influence déprimante qui faisait de ma vie un cauchemar. J'étais en vie. Je pouvais me déplacer, ou bon me semblait, mais je ne pouvais envisager un seul geste qui puisse me remettre sur la route de l'objectif que je m'étais fixé depuis la proposition de M. Carnegie. Je devins très vite indifférent, non seulement à mon sujet, mais pire encore, je devenais peu à peu irritable et grincheux à l'égard de ceux qui m'avaient porté secours durant mon état d'urgence. Je faisais face à la plus grande détresse de ma vie. À moins que vous n'ayez traversé une expérience similaire, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que j'ai ressenti. De telles expériences ne peuvent être décrites. Celui qui veut les comprendre doit d'abord les éprouver. Les figures de la pègre locale et au moins un officier de police de Canton engagèrent Patrick McDermott, un ancien détenu de Pennsylvanie,
pour réduire Mellett au silence. Mellett fut abattu à l'extérieur de sa maison. Comme le raconte la légende, des hommes armés attendaient aussi Hill chez lui, mais un accident de voiture opportun le garda loin de leur chemin. Le 17 juillet, le New York Times titrait dans un de ses articles « À Canton, les menaces de mort continuent après le meurtre de l'éditeur ». L'article décrivait la terreur grandissante des citoyens de Canton face aux menaces de règlement de compte des trafiquants et autres criminels. Comme le raconte Napoleon Hill, il prit le premier vol vers l'ouest de la Virginie après avoir eu vent du meurtre de Mellett sur un avertissement anonyme l'invitant à quitter la ville sur le champ. En grande partie grâce au travail d'un détective engagé par le procureur du comté de Stark, McDermott, 2 bandits des environs et un ancien officier de police furent finalement condamnés pour le meurtre de Mellett. Les tournants les plus importants de ma vie. Le changement se produisit d'un seul coup, à l'automne 1927, plus d'1 an après l'incident de Canton. J'étais sorti de chez moi, un soir, et j'étais monté jusqu'à l'école publique, pour atteindre le sommet de la colline qui dominait la ville. J'avais décidé de résoudre la question qui me taraudait avant que la nuit n'ait pris fin. Je commençais à tourner autour de l'école, essayant d'obliger mon cerveau embrumé à penser clairement. J'ai dû tourner plusieurs centaines de fois autour de l'école avant que ce qui puisse ressembler de près ou de loin à quelques pensées organisées ne daigne apparaître dans mon esprit. Tout en marchant, je répétais sans cesse « Il y a une solution et je la trouverai avant de rentrer ». J'ai dû répéter cette phrase au moins 1 millier de fois. Je le pensais vraiment. J'étais profondément déçu et dégoûté de moi-même, mais j'avais encore une lueur d'espoir. Puis, tout à coup, comme un éclair cisaillant le ciel, une idée vint frapper l'antichambre de ma conscience, avec une force telle que le sang qui irriguait mes veines ne fit qu'un tour. Le moment de l'épreuve est venu pour toi. Tu as subi humiliation et pauvreté pour t'amener malgré toi à découvrir ton autre soi. Pour la première fois depuis tant d'années, ce que M. Carnegie avait dit au sujet de l'autre soi me revenait à l'esprit. Je me rappelais à présent qu'il avait affirmé que je le découvrirais uniquement vers la fin de mes recherches sur les causes de l'échec et du succès, et que, le plus souvent, une telle découverte se produit dans les situations de crise qui obligent les hommes à modifier leurs habitudes et à rechercher de toute leur force une issue à leurs difficultés. J'ai continué à tourner autour de l'école, mais dès lors, j'avais l'impression de glisser sur des coussins d'air. Inconsciemment, je sentais que j'étais enfin sur le point de m'évader de cette prison construite de mes mains, où la force des choses m'avait contrainte à m'enfermer. Je me suis rendu compte que cette extrême urgence m'avait donné l'occasion, non seulement de découvrir cet autre soi, mais aussi de mettre à l'épreuve la validité de cette philosophie du succès que j'avais enseignée à tant d'autres comme étant fonctionnelle et tangible. Je pourrais bientôt juger ou non de son efficacité. J'avais décidé que si celle-ci ne fonctionnait pas, je brûlerais les manuscrits dont j'étais l'auteur, ne me rendant ainsi plus jamais coupable d'enseigner aux gens qu'ils sont les maîtres de leur destin, les capitaines de leurs âmes. Si la conjoncture économique actuelle vous a déstabilisé, vous entraînant dans la pauvreté ou le manque, réduisant presque à néant votre confiance en vous-même, considérez qu'il ne s'agit en réalité que d'une épreuve, tout comme celle que Napoleon Hill dut traverser à la fin des années 20. Efforcez-vous de découvrir cet autre soi en vous-même, en apprenant à vous hisser hors du creux de la vague, et grâce à votre persévérance, vous recevrez souvent les inspirations qui vous permettront de réussir vraiment. Invictus, publié en 1888 par William Ernest Henley, paraphrasé par Napoleon Hill. Sorti par cette noire nuit qui me couvre, tels les néants qui vont d'un pôle à l'autre, je remercie les dieux dont les portes m'ouvrent, l'âme indomptable de mon humble apôtre. Pris au piège, aux griffes des circonstances, brave, je n'ai point sourcillé ni crié gare, sous les cruels martèlements de la chance. Ma tête saigne, mais elle reste froide. Au-delà du monde de colères et de larmes, quand surgit et menace l'horreur de l'ombre, par-delà le monde, les années, les armes, plus jamais je n'aurai peur dans la pénombre. Quelles que soient les écluses que ma vie trame, chaque punition sur ce divin parchemin, je resterai toujours maître de mon destin, l'unique, le seul, capitaine de mon âme.
La pleine lune se levait au-dessus de la montagne. Je ne l'avais jamais vue briller si fort. Tandis que j'étais debout, à la contempler, une autre pensée me traversa soudain. Tu as appris aux gens à maîtriser leur peur et à surmonter les difficultés qui surviennent en période de crise. Mais à compter d'aujourd'hui, ton autorité sera plus grande, car tu es sur le point de t'élever toi-même au-dessus de tes propres difficultés, avec courage et conviction, résolument et sans aucune peur. Au même instant, il se produisit une transformation biochimique de mon être, m'entraînant dans un état d'exultation que je n'avais encore jamais connu. Mon cerveau commença à se dégager de la léthargie dans laquelle il était plongé. Ma faculté de raisonnement se remit à fonctionner normalement. Pendant un bref instant, je fus reconnaissant d'avoir eu la chance de connaître ces longs moments de tourment, car une telle expérience me donnait l'occasion de tester la sagesse des principes de réussite que j'avais si laborieusement déduits de mes recherches. À l'instant même où cette pensée me traversa, je restais immobile. Debout, rapprochant mes 2 pieds l'un de l'autre, je fis alors un salut, envers je ne sais qui ou quoi d'ailleurs, me tenant solidement en garde à vous pendant quelques instants. À première vue, cela pouvait paraître ridicule, mais alors que je me tenais là, une autre pensée claqua en moi sous la forme d'un ordre tel un fouet, aussi bref et rapide que celui que donnerait un commandant militaire à son subordonné. Demain, monte dans ta voiture et rends-toi à Philadelphie. Tu y recevras l'aide dont tu as besoin pour publier ta philosophie du succès. Je ne reçus aucune autre explication, ni aucune modification de l'ordre donné. Dès que je le reçus, je repris le chemin de la maison, me couchai et dormis plus sereinement que je n'avais réussi à le faire depuis plus d'1 an. En me réveillant le lendemain matin, je me levai et commençai immédiatement à faire mes bagages pour préparer mon voyage à Philadelphie. Ma raison me suggérait que je m'embarquais là dans une folle mission, sans queue ni tête. Je me demandais, qui pourrais-je bien connaître à Philadelphie susceptible d'investir les fonds nécessaires pour la publication des 8 volumes de ma loi du succès, soit 25 000 $. Instantanément, la réponse apparut à ma conscience aussi clairement que si elle avait été prononcée à haute et intelligible voix. Tu es maintenant en train de suivre des ordres, ce n'est donc pas le moment de poser des questions. Ton autre soi sera aux commandes pendant ce voyage. Il y avait une autre question qui semblait rendre mes préparatifs pour aller à Philadelphie parfaitement absurdes. Je n'avais pas d'argent. Cette pensée m'avait à peine effleuré que mon autre soi la fit exploser par un autre ordre direct. Demande 50 $ à ton beau-frère et il te les prêtera. L'ordre semblait clair et définitif. Sans plus hésiter, je suivis les instructions. Lorsque je demandai à mon beau-frère, il me répondit « Eh bien, écoute, je peux volontiers te donner 50 $, mais si tu pars très longtemps, il vaudrait mieux que tu en prennes 100. » Je le remerciai et lui répondis qu'il me semblait que 50 $ suffiraient. Je savais que ce n'était pas assez, mais c'était la somme que mon autre soi m'avait ordonné d'emprunter. C'était donc celle que je devais veiller à obtenir. Je fus grandement soulagé de voir que mon beau-frère ne chercha pas à connaître les raisons de mon voyage à Philadelphie. S'il avait su les événements qui venaient de se produire dans mon esprit au cours de la nuit, il aurait sûrement pensé que l'hôpital psychiatrique le plus proche eût été une issue bien plus favorable pour mon entreprise. Mon autre soi prend les commandes. En partant, ma tête me disait que c'était stupide. En même temps, mon autre soi m'ordonnait de faire abstraction de ses objections et de mettre ses instructions à exécution. J'ai conduit la nuit entière, arrivant à Philadelphie tôt le matin. Ma première pensée fut de rechercher un lieu d'hébergement à moindre frais, où je puisse louer une chambre pour environ 1 $ par jour. Là encore, mon autre soi prit le contrôle et m'ordonna de me rendre à l'hôtel le plus sélect de la ville. Alors qu'il ne restait plus que 40 $ de mon capital initial, j'avais l'impression d'être en train de commettre un suicide financier en m'approchant de la réception pour réserver une chambre. Ou plutôt, devrais-je dire, je m'apprêtais à demander cette chambre quand cette autre soi, aux commandes depuis peu, m'ordonna de réserver plutôt une suite, dont le prix consommerait le restant de mon capital en à peine 2 jours. J'obéis. Le groom saisit mes sacs de voyage, me tendit mon ticket de stationnement et s'inclina pour m'inviter à le suivre, comme si j'avais été le prince de Galles en personne. C'était la première fois depuis plus d'1 an qu'un être humain me montrait tant d'égards. Les membres de ma propre famille, avec qui j'avais vécu cette dernière année, étaient loin d'exprimer à mon sujet un tel respect. Je me voyais à leurs yeux comme un fardeau. Je crois vraiment que c'était le cas car je ne peux imaginer personne qui, au vu des troubles que je traversais depuis 1 an, n'aurait pu être considéré autrement par ses proches. Il m'est apparu clairement que mon autre soi
était déterminé à me sevrer du complexe d'infériorité que j'avais développé. J'ai glissé un billet de $1 au garçon. J'étais en train de commencer à calculer combien me reviendrait l'hôtel au bout d'une semaine, lorsque mon autre soi m'ordonna immédiatement de faire complètement abstraction de toute pensée qui puisse me limiter, et de me comporter pour le moment exactement comme je l'aurais fait si j'avais eu dans mes poches tout l'argent que je désirais. L'expérience que je vivais était aussi inédite qu'étrange pour moi. Je n'avais jamais jusque-là prétendu être qui que ce soit d'autre que celui que je croyais être. Pendant presque une demi-heure, cet autre soi me donna des ordres que je suivis à la lettre pendant le restant de mon séjour à Philadelphie. Les instructions me parvenaient sous la forme de pensées, se présentant à ma conscience avec une force telle qu'il était facile de les distinguer des pensées ordinaires dont j'étais moi-même l'auteur. Napoléon Hill assume le profil de l'homme prospère qu'il souhaite devenir. Nous sommes entièrement d'accord que, pour être riche, vous devez penser comme un homme riche. Il est également important d'être dans un environnement favorable. Don Green, PDG de la fondation Napoleon Hill, me dit une fois « C'est chez Sobel, magasin de vêtements sur mesure, que je me suis procuré mes premiers complets vestons. » Sobel était l'endroit où les cadres d'Eastman Kodak faisaient leurs courses. Le propriétaire avait mis une pancarte derrière la caisse sur laquelle on pouvait lire « Si vous souhaitez le succès, vous devez d'abord emporter le costume. » Je reçois d'étranges ordres d'une source étrange. Mes instructions étaient les suivantes. Tu es maintenant complètement en charge de ton autre soi. Tu as le droit de savoir que 2 entités occupent ton corps, tout comme d'ailleurs 2 entités semblables habitent aussi le corps de toute personne vivant sur Terre. L'une de ces entités est motivée par la peur et réagit à son impulsion. L'autre est motivée par la foi et réagit à son impulsion. Depuis plus d'1 an, tu as été dirigé comme un esclave par l'entité de peur. Avant-hier soir, au cours de la nuit, l'entité de foi a pris les commandes de ton corps physique et tu es maintenant dirigé par elle. Pour plus de facilité, tu peux l'appeler ton autre soi. Elle ne connaît aucune limitation, aucune peur et ne reconnaît pas de mots tels que « impossible ». C'est ainsi que tu as été conduit à choisir ce cadre luxueux dans un bel hôtel, comme pour décourager le retour au pouvoir de l'entité dirigée par la peur. Cet ancien soi motivé par la peur n'est pas mort. Il a simplement été détrôné. Il continuera à te suivre partout où tu iras, attendant l'occasion favorable pour revenir et reprendre le contrôle de la situation. Il ne peut cependant rétablir son emprise sur toi que par l'intermédiaire de tes pensées. Souviens-toi de cela, et garde les portes de ton esprit étroitement fermées à toute pensée cherchant à te limiter de quelque manière que ce soit, et tu resteras ainsi en parfaite sécurité. Ne t'autorise plus à entretenir la moindre inquiétude au sujet de l'argent dont tu aurais la nécessité pour tes dépenses courantes. Il te parviendra au moment même où tu en auras besoin. Passons maintenant aux choses sérieuses. Tout d'abord, tu dois savoir que dans son fonctionnement, l'entité fondée sur la foi qui dirige actuellement ton corps n'accomplit aucun miracle et ne va à l'encontre d'aucune des lois de la nature. Tant qu'elle dirigera ton corps, elle te guidera à chaque fois que tu feras appel à elle, par l'intermédiaire de pensées qui apparaîtront dans le champ de ta conscience. Elle t'orientera pour mener à bien tes projets par les moyens disponibles les plus logiques et les plus pratiques possibles. Par-dessus tout, garde bien présent à l'esprit le fait que ton autre soi ne fera pas le travail à ta place. Il ne fera que te guider intelligemment pour te permettre d'atteindre toi-même l'objet de tes désirs. Cet autre soi va t'aider à transformer tes projets en réalité. D'autre part, tu dois savoir qu'il commencera toujours par ton désir principal ou par celui qui prédomine. Actuellement, ton désir principal, celui qui t'a conduit ici, est de publier et de diffuser les fruits de ta recherche sur les causes du succès et de l'échec. Tu estimes avoir besoin d'environ 25 000 $. Parmi tes connaissances, il y a un homme qui t'apportera le capital dont tu as besoin. Commence immédiatement à te rappeler les noms de toutes les personnes que tu connais et dont tu as de bonnes raisons de penser qu'elles pourraient t'apporter l'aide financière en question. Lorsque le nom de la personne évidente pour ce rôle te viendra à l'esprit, tu le sauras immédiatement. Contacte-la et l'aide que tu recherches te sera alors accordée. Cependant, lorsque tu l'approcheras, présente ta requête dans des termes semblables à ceux que tu utilises habituellement dans des transactions professionnelles courantes. Ne fais en aucun cas référence à l'existence d'un autre soi. Si tu transgresses ces instructions, tu rencontreras une autre défaite temporaire. Ton autre soi restera aux commandes et continuera à te guider aussi longtemps que tu compteras sur lui.
Garde ton esprit clairement dégagé de la substance du doute, de toute peur ou de quelque pensée qui puisse te limiter. Ce sera tout pour le moment. Tu vas maintenant recommencer à te déplacer selon ta propre volonté, exactement comme tu le faisais avant de faire la découverte de ton autre soi. Physiquement, tu es identique à celui que tu as toujours été. Par conséquent, personne ne reconnaîtra le changement qui s'est produit en toi. J'ai regardé tout autour de moi, la pièce qui m'entourait, et j'ai cligné des yeux pour m'assurer que je n'étais pas en train de rêver. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au miroir et me suis regardé de près. L'expression de mon visage avait changé. Le doute avait fait place au courage et à la foi. Dorénavant, je ne doutais absolument plus du fait que mon corps physique était sous la direction d'une influence totalement différente de celle qui s'était trouvée détrônée 2 soirs plus tôt, alors que je marchais autour de cette école, en Virginie de l'Ouest.